Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, discussion tranquillement sur justement le Grand Prix Explorer. Vous aviez quand même plein de questions globalement dans les commentaires, il y avait pas mal de questions assez précises d'ailleurs. Je vous ai demandé sur Insta de me poser vos questions tout simplement depuis hier, vous avez été extrêmement nombreux. J'ai récupéré le PDF de le PowerPoint de Squeezie du coup. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est que le Grand Prix Explorer, pardon, c'est donc un événement de sport automobile qui a été à l'initiative de Squeezie parce que c'était un des sub-goals de Squeezie, je crois, au Z-Event de 2020, si je dis pas de bêtises. Et du coup, organiser un Grand Prix de Formule Renault, je crois c'était à l'époque, ça s'est transformé en Formule 4. Grand Prix de Formule 4 donc qui sera diffusé en live sur la chaîne Twitch de Squeezie le 8 octobre 2022. Donc c'est pas tout de suite, ça veut dire qu'il y a une prod qui est similaire à ce qu'on peut avoir sur de la retransmission télé de compétition en sport automobile. Je pense pas qu'on sera en mode la caméra dans le casque, 15 caméras sur les voitures. En vrai, j'en sais rien, mais je préfère y aller doucement, tu vois. Il y aura des caméras sur les bords de piste, etc. Et on suivra la course comme ça. Il me semble que c'est probablement une première mondiale d'avoir 20 pilotes qui sont non professionnels en tout cas, et qui, pour certains, découvrent le sport auto, s'affronter comme ça, enfin 20 créateurs de contenu, on va dire, qui vont s'affronter en faisant partie de 10 écuries. Tout le monde était là, ah, ce serait trop cool d'avoir Julien Febvre, etc. Oui. Mais Julien Febvre commente le Grand Prix du Japon ce jour-là, puisque ça tombe le même week-end que le Grand Prix du Japon de Formule 1. Je suppose que Julien sera au Japon du coup. Donc je suppose qu'il ne sera pas disponible. en tout cas voilà. Et du coup en caster on aura Dwagby et Kameto. Donc effectivement on est répartis dans 10 écuries différentes. On a fait des duos et du coup chaque duo est dans une écurie. Alors là, on avait annoncé 20 pilotes, 10 écuries, mais il y a eu une écurie mystère qui a été révélée d'ailleurs la semaine dernière, je crois. Donc on sera bien 22 sur la piste normalement. Et on sera bien 11 écuries. Chaque écurie va avoir des sponsors, il y a un duo, il y a un championnat à la fois entre guillemets pilote et un championnat entre guillemets constructeur. Donc rapidement, donc oui, on sera sur le circuit Bugatti, on va faire tous les entraînements sur le circuit Bugatti, le petit circuit permanent des 24 heures du Mans, circuit Bugatti si vous voulez, grosso modo, à ce virage ici là. On continue à peu près un peu tout droit, on se prend le... C'est quoi, c'est les S de la forêt ou un truc comme ça je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Pour aller derrière sur la nationale, machin, etc. Et là, ça, c'est la ligne droite de départ-arrivée des 24 heures du Mans. Nous, on prend juste le petit circuit qui s'appelle donc le circuit Bugatti. Mais la F1 a fait un passage sur le circuit Bugatti pour un Grand Prix de France dans les années 60. On les présente plus, hein. Sylvain et Pierre. Les deux ont pas roulé, ils ont fait du sport. Ils étaient émerveillés quand je suis revenu à la FFSA Academy après la journée. Donc regardez, alors est-ce que ça pousse, comment ça se passe et tout. Ils étaient très curieux, très impatients, ce qui est normal parce que bon, ça devait être un petit peu dur de se dire qu'il y en avait qui roulaient et d'autres, effectivement, qui faisaient du sport, quoi, toute la journée. On fait une évaluation physique de nos corps, etc. pour voir ce que ça donne. Eux, pour le prochain entraînement, rouleront dans la Formule 4. Donc je fais partie de la deuxième écurie avec Valouz que vous connaissez peut-être, qui est un pote notamment de Le Bouzeux pour ceux qui fait partie de la team Crouton. Alors il y avait un sujet sur vis-à-vis de la santé de Valouz parce qu'on a tous passé une visite médicale pour savoir si on est apte ou pas à prendre le volant, parce que mine de rien on sollicite quand même les corps et le rythme cardiaque, etc. Et il y avait un infirmier, on dit, je suppose, a découvert entre guillemets un souffle au cœur. Alors un souffle-cœur de chez Valouz, c'est une oreillette du cœur, je crois, qui s'ouvre et qui se ferme pas bien, ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas forcément très grave, il y a des niveaux, si tu veux, de gravité là-dedans, donc il fallait qu'il fasse des examens plus approfondis et une échographie, etc. Et du coup, c'est revenu et il est apte, il a fait ses tests et normalement, c'est bon. Donc devrait pas y avoir de problème avec Valouz. Valouz qui a notamment roulé, je crois, au Paul Ricard, ou c'était à Manicourt. Il a roulé une vieille F1, ça devait être une Pros Grand Prix ou quelque chose comme ça, qui aime beaucoup la F1. Et je connaissais pas bien Valouz. Je voyais, en fait, typiquement les gars, je suis un boomer dans tout ce... À part Villebrequin que je connais bien et quelques autres gros créateurs de contenu.
je ne regarde quasiment pas les contenus des autres. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je suis un boomer et que je regarde que la Formule 1 et que je suis comme ça. Mais voilà, donc du coup, je voyais qui c'était, si tu veux, mais j'ai jamais vraiment regardé ce que faisait Valouz. Bouzy pareil, non, parce que je le connais un petit peu plus depuis un peu plus longtemps, on va dire. Mais ouais, effectivement, c'est. Il y a plein de gens que j'étais là, je connais, mais je vois je connais leur nom, tu vois, mais je saurais pas. Mais je suis un giga boomer. Hein. J'ai 30 ans, c'était terrible. Mais super sympa. En tout cas, avec Valouz, on a vachement accroché et tout, et ça, c'était vraiment. Trop cool. Prochaine team, donc Théo Babac et Joyka. Alors Joyka, je connais juste de nom. Théo Babac, je connaissais pas, je crois. Alors, j'ai pas fait mes devoirs. Je me suis absolument pas du tout renseigné sur qui faisait partie du line-up, on va dire, sur le Grand Prix Explorer. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je suppose que dans le chat, il y en a que vous connaissez, donc il n'y a pas de souci. Xari, Domingo. Bon, Domingo, je connais. Xari, on a roulé ensemble au Castellet avec Bouzy en karting pour la Gotaga Shift Race. Domingo, bon, Domingo, je connais, voilà. Je suis désolé. Mais oui, mais je sais que j'abouche, je sais que je suis un boomer, ça va. Je peux pas m'intéresser à un sport qui est fait pour des riches vieux de 50 piges et en même temps m'intéresser. Enfin, si, en vrai, mais voilà, vous avez compris. Mais oui, je suis un boomer, j'assume. Vous savez quoi, moi je vais m'appeler boomer Despiello F1 boomer, voilà. Bon, Amixem, Etienne Moustache. Je connais de noms, je vois ce qu'ils font, ça va, tu vois. Par exemple, ça va, voilà. C'est cool. Mais au moins, ça me fait découvrir des gens, ça me fait découvrir des personnalités. Tu vois, j'y vais avec moins d'a priori en mode... oh, putain, lui il pèse et tout. Tu vois, moi j'ai vraiment l'impression d'être le gars qui a pas grand chose à faire au milieu de tout le monde. Un petit gars là qui parle de bagnole qui tourne en rond. Jill 6, ce qui est assez marrant, c'est que je l'ai rencontré avant la première session d'entraînement. Je l'ai rencontré, c'est quand j'ai fait ma vidéo chez JQ. Lui il passait juste après moi pour ses 10 essentiels. Je le connaissais déjà, tu vois, c'est un sacré personnage, allons dire. Manon, c'est une rideuse. Elle a un compte Insta qui s'appelle Allons Rider. Et si tu veux, elle fait du skate, du snow, recherche de sensations fortes et tout. Enfin, voilà, très très cool. Vraiment, et Manon et Jessie, adorables. Catsup, je connaissais de nom. Le bouseux, je connais, hein, voilà. Bouzy qui est pas mal, il avoine. En vrai, les gars, il avoine. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je l'ai vu revenir fin de première session, je l'ai vu revenir sur moi, je vais le décrocher et ça roule bien. Franchement, ça roule bien. Avec la coupe mulet qu'on adore, évidemment. Mais très bon délire, Catsup. Le bouseux, le bouseux, pareil, on les présente plus. Manon, Catsup et Dejna, moi, de mon point de vue, je pense sincèrement que c'est celles qui ont le plus progressé de la journée. De là où elles partaient et de là où elles sont arrivées en fin de journée, je pense que c'est celles qui ont le mieux progressé. Elles ont été méthodiques et tout, vraiment appliquées. Les filles ont vraiment bien progressé. Dans l'ensemble, tout le monde a progressé, hein, on va pas se le cacher. Seb et Maxence, alors, Seb Fried, bon, je connais deux noms. Maxence, je connaissais pas. Je suis vraiment désolé, je suis un boomer. Alors, Dejna, pareil, je connaissais pas. C'est terrible. Dobby, pote Team Courton, etc. C'est bien entendu avec Dobby d'ailleurs. Je crois qu'il y a une session où Dobby avait le pied à la fois sur l'axel et il avait un filet de frein à chaque fois et du coup il perdait des dixièmes et des dixièmes et des dixièmes sur tout un tour. En fait il avait le pied légèrement posé sur la pédale de frein et du coup c'est voilà, problème un petit peu de calibration on va dire pour le jeune Dobby. Et Dobby a eu je crois qu'il y avait des petits problèmes moteurs sur la toute dernière session il me semble pour Dobby. FAQ inversé en fait tu demandes au chat qui est qui sur YouTube. Gotha Squeezie, bon là ça va. Ça va. Je vois à peu près. Donc on aura 5 sessions d'entraînement où au fur et à mesure on va gagner en skills, etc. On va faire du sport, on va faire de l'entraînement, on va devoir travailler comme on veut entre les sessions, etc. Vous avez été nombreux à me poser la question si on pouvait régler les ailerons, machin, etc. Tout le monde aura le même réglage, tout le monde aura la même voiture. Il n'est pas impossible que je passe dans les stands faire quelques petites pressions des pneus avant le roulage. Ah non mais on va se mettre dans ce genre de technique, hein. Moi c'est-à-dire qu'à un moment donné, je connais peut-être pas les youtubeurs et tout, mais je connais Flavio Briatore, d'accord. À partir de ce moment-là, si je me fais pas choper, je gagne. Alors ça aussi c'est une question qui est revenue
de savoir si on casse la voiture, comment ça se passe. J'avoue que j'ai pas la réponse. C'est pour ça que je suis aussi un peu comme ça, je sais pas si on paye. Je pense qu'il y a des assurances, j'espère qu'il y a des... Je crois qu'il y a des assurances normalement. C'est pour ça on y va tranquille quoi. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu prends une voiture pour aller faire du circuit, t'es en droit de pas signer d'assurance et du coup c'est pour ta gueule. Mais tu signes quand même une décharge en allant sur le circuit où on te dit si jamais tu te tues, c'est de ta faute quoi. Grosso modo c'est ça. Donc t'es un peu comme ça hein. Il y a des assurances, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Vu comment l'orga est bien faite, il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, chaque écurie aura une couleur, une livrée différente les unes des autres. Chaque écurie aura des sponsors. Nous aurons des combinaisons et des casques personnalisés pour tout le monde. Attention, ça ne rigole plus. Il y aura un sponsor titre, puis il y aura des sponsors un peu plus petits entre guillemets, et donc qui apparaîtront sur la voiture, sur les ailerons, le côté de la voiture, les combinaisons, mais pas les casques. Je sais pas encore quel casque on aura, je sais pas si on aura un bel, un rail, un stylo, etc. On n'aura pas de radio dans la voiture, il me semble. Comment on va être averti? Tout simplement, on a les panneaux lumineux sur le bord de piste, on a les drapeaux agités par les commissaires. Et c'est comme ça que ça se passe. En championnat de F4 France, je crois pas qu'ils aient de radio dans les voitures justement. Vous avez plein de vlogs, alors je pense que la majorité d'entre vous les ont probablement vus. Vu à quel point je suis boomer et que j'y connais rien sur les autres créateurs de contenu. Moi j'ai fait un vlog, Manon a fait un super vlog aussi. Je vous invite à vraiment aller les voir. Je vous invite à aller tous les voir. Domingo en a parlé sur sa chaîne justement, sur l'événement, ses premières impressions, etc. Ah, j'ai pas encore vu la vidéo de Catsup, faudra que je la voie. Mais pareil, vlog, je crois que alors Jilcy l'a fait. J'ai beaucoup ri sur la vidéo de Jilcy. Honnêtement les gars, alors Jilcy c'est le gars un peu foufou. Hein, c'est un peu notre clown qu'on aime bien. Il est adorable, il est super sympa, il est incroyable. J'ai beaucoup aimé son vlog. J'ai cru voir que les gens trouvaient ça pas très sérieux, etc. C'est pas totalement faux, tu vois, mais en fait, ce que je trouve génial avec tous ces gens-là, et tous les vlogs et toutes les vidéos qu'on a vues, c'est qu'on a un événement et on a que des perspectives vraiment super différentes et super enrichissantes, je trouve. La manière dont Jilcy a vécu le truc, ça m'a fait vraiment super kiffer. Et c'est trop cool parce que il amène le sport automobile d'une autre manière que moi je serais pas capable d'amener. Et de même manière, moi je vais apporter quelque chose que peu d'autres vont pouvoir apporter quelque part au final. Après dans la vidéo c'est un personnage, je pense qu'il est sérieux tout de même. Alors, vous avez l'impression qu'ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Je crois que si, bien au contraire, bien au contraire. Même moi, j'avais l'impression de pas être aussi étonné que. Alors, parce que j'avais mis les pieds à la FFSA Academy en 2020, donc du coup, je connaissais un peu déjà les lieux, tu vois. Mais c'est vrai que quand on est arrivé et qu'on a vu toutes les F4 alignées, etc., tout le monde avait les yeux écarquillés, quoi. Et tous les créateurs de contenu qui sont là réalisent totalement la chance que c'est de faire cette expérience. Hein. C'est vraiment top. Donc la variété qu'il y a fait énormément de bien. Vraiment, les angles sont tellement différents que moi, ça me fait... Vraiment, je surkiffe. Je surkiffe parce que c'est une autre manière de voir le sport auto et une autre manière de raconter le sport auto que moi, je peux pas avoir et que je n'aurai probablement jamais parce que je sais pas comment je le vis. Je ne peux pas le vivre comme ça, en fait. Alors, du coup, on a fait 5 sessions de 15-20 minutes, je crois, au premier entraînement. Donc c'est une journée entière de roulage. Honnêtement, à la fin, fatigué, ouais. La Formule 4 de génération 2, c'est donc une Mygale, c'est un constructeur français qui est du côté de Manicourt. Il faut savoir en fait en termes de marque, entre guillemets, de fabricant de monoplaces. Pour la Formule 4, vous avez donc Mygale qui est un constructeur français et vous avez Taatus, qui est un constructeur italien qui font ces châssis là et ces châssis répondent aux dernières normes de sécurité FIA, donc qui vient d'apparaître là pour cette saison 2022. Des championnats, on va avoir des moteurs qui vont être un petit peu différents. On est sur un 4 cylindres quoi qu'il arrive, avec une puissance entre 160 et 180 chevaux pour convenir d'un rapport poids-puissance pour le championnat, etc. Le reste de la voiture est une mini Formule 1. Elle a une vraie belle gueule, hein, moi je trouve. Honnêtement, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Cette nouvelle F4, elle a vraiment une super belle gueule. On n'a pas moulé de baquet parce que ça coûte cher et qu'on n'aura peut-être pas non plus l'utilité. Boîte 6 rapports. Ah oui, tout nouveau turbo, putain, c'est vrai que c'est un... Oh, le turbo, putain. Je croyais avoir fait un burn avec les roues arrière en partant tout à vous savez, la première fois que je suis parti. Je croyais avoir fait un burn. En fait, non, c'était le bruit du turbo. Le bruit du turbo, mais c'est pire qu'une Toyota Supra, les gars. Je vous promets. En fait, je crois que le turbo, il est juste derrière, quoi. Mais
mais c'est un truc de malade. Vraiment, le turbo, il a un son, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est un 4 cylindres, palette au volant, rien de plus, rien de moins. Accélérateur, frein, embrayage au pied quand même, histoire de pouvoir partir. Pas de DRS, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de basique en termes de pilotage. Le volant est très très simple. Je pense qu'il n'y a même pas de quoi faire de réglage. On a quand même la balance de frein, mais pareil, on va probablement pas y toucher, ou en tout cas pour l'instant je vais pas y toucher. Mais on a la balance de frein dans le cockpit qu'on peut ajuster. Les volants ne sont pas personnalisés. On n'a pas un ingé chacun, on avait 2 ingés. On avait l'ingé de Victor Martins, Morgan, et un autre ingé pour nous débriefer sur quelques moments de session. C'était vraiment un débrief assez rapide sur un tour. Grosso modo, on était vraiment sur les bases, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un débrief session après session complet avec l'ingé, toutes les datas, etc. On en a fait une fois dans la journée, tu vois, et point barre. Le halo, très chiant pour rentrer, très chiant pour sortir. Globalement, je me suis pas senti à l'étroit dans la voiture. On est assis très bas, très allongé. On voit très peu comme ça, si tu préfères. On n'est pas en vue plongeante, on est vraiment tellement à l'horizontale que la chose la plus proche qu'on va voir, elle est à 15 mètres, grosso modo. Contrairement à ce qu'on a comme d'habitude quand on joue, vous savez, sur F1, etc. On se met en vue, pas cockpit, mais en vue TV. Bah du coup, on voit facilement où est-ce qu'on pose la roue, etc. Là, en fait, on voit pas où on pose la roue, mais on sent où est-ce qu'on la pose. Et du coup, c'est assez différent. Le halo en tant que tel est pas gênant. Pas une seule fois, il m'a gêné, que ce soit d'ailleurs en ligne droite ou en virage. On se balade toujours de gauche à droite sur le regard, etc. On va toujours chercher des points un peu loin et tout. Typiquement, le halo ne gêne absolument pas la vue. En revanche, il y a un truc qui est assez marrant. Comme on est en cockpit ouvert, plus on prend de vitesse, en fait, plus le casque se fait aspirer par le haut. C'est assez étrange comme sensation, mais à 160, 170, on commence à avoir le casque qui remonte parce qu'il y a l'effet aérodynamique. La forme du casque crée malgré lui une portance. Et du coup, bah, le casque s'élève un peu. Et autre chose aussi, bah, comme il y a un gros halo devant, il y a un gros pilier, et bah ça coupe une partie de l'air et en fait ta tête se fait un peu aspirer sur un côté ou sur l'autre si jamais tu la bouges, etc. Donc c'est des petites choses qui sont des petits moments un peu bizarres, tu vois, où tu dis ah tiens c'est bizarre, je pensais pas que ça allait être comme ça, etc. Et dans les rétros on voit rien. Enfin on voit rien. L'angle mort est incroyable. C'est pour ça que je comprends Stroll et Latifi à Melbourne. C'est que l'angle mort est d'une aberrance la plus totale. Mais vraiment la plus totale. T'as une notion de savoir où se trouve le gars derrière toi qui est... Tu comprends rien. Tu t'arrives pas à savoir s'il est vraiment proche ou pas. Les rétros, ils sont pas plus grands que l'écran de votre iPhone. Je rigole vraiment pas. Hein. Roule à 190 et regarde dans le rétro qui vibre comme ça. Bon, ça va vite. Hein. Le serrage du harnais, pareil. Alors du coup, je comprends pourquoi Hamilton se les recale avant de rentrer dans le cockpit. Parce que oui, on te serre par-dessus, sur les côtés et par-dessous. Donc du coup, en fait, tu remontes un petit peu, mine de rien, malgré tout, quand on te serre le harnais. Mais surtout, on te compresse les parties, grosso modo. Il faut vraiment être très très à l'aise là-dessus. Parce qu'au premier freinage, bah, ça peut faire mal. La direction n'est pas assistée sur la F4, mais tu fais ça, bam, ça part. C'est très sensible. Plus tu vas prendre de la vitesse, etc., plus, ouais, effectivement, faut avoir un petit peu de force, on va dire, pour mettre dans le volant. Les boutons du volant sont assez durs, pour être honnête. Il y a une procédure pour passer le point neutre, parce qu'il y a une sécurité, tu peux pas passer le point neutre, le point mort comme ça. Donc t'as une manip à faire à appuyer sur un bouton et descendre la vitesse. Pareil pour enclencher la marche arrière. En termes de pression sur le frein, je mets à peu près la même chose que les pilotes de F4, les vrais pilotes de F4. Au final, la pédale de frein est assez, pas spongieuse, mais elle est pas aussi dure que ce à quoi je m'attendais. Voilà. on peut regarder quelques on-board ensemble, les potes. Voilà, donc là on part. J'ai failli caler. Là je faisais pas le fier. Hein. Là je me suis mis à 30 à l'heure, j'étais là, merde. En fait à ce moment-là, j'avais encore le pied sur l'embrayage, sur la pédale d'embrayage. Et en fait je commence à appuyer sur l'embrayage et je me rends compte qu'il n'y a rien qui freine, tu vois. Et du coup, j'appuie un peu plus et d'un coup, genre le régime moteur tombe et je fais oh, putain de merde, c'est l'embrayage, j'ai pas le pied au bon endroit. Donc là, tu vois, j'arrive et je me dis bon, faut que je mette un peu de frein. Et là, je fais ça freine pas. Oh merde, c'est l'embrayage. Hop, et je mets le pied sur le frein et là, t'as vu le break qui a commencé et je fais ok, c'est bon. Ah, c'est là, la pédale de frein, elle est là. Ah, très bien.
Oh. Oh, mais il est pas mal ce passage là, dis donc. Bon alors c'est pas à fond. Regarde un petit peu l'accélérateur. Dernier moment je fais je garde un petit peu. Oh, je rentre à 1,80. Ouais, j'étais un peu loin du point de corde mais oh, pas mal. Oh, pas mal. Off track. Quand tu revois les images tu te dis faut vraiment que je m'améliore ici, là aussi, etc. Ouais. Je sais sur quoi travailler, il y a plein de choses sur lesquelles travailler. Un X, exactement. Il doit être à combien les pneus pour être bien? Bonne question, je sais pas du tout. Limite de piste, je vois pas de quoi vous parlez les gars, moi je suis resté dans les limites là. Je crois que c'est Jilcy là, il me semble, attends. Parce que je réaccélère et il réaccélère plein. Ouais, le 5 c'est Jilcy. Donc là il y a Jilcy, là on fait la course. Et là je regarde dans le rétro et je sais pas ce qu'il va faire. Là je sais vraiment pas du tout ce qu'il va faire, je regarde le rétro, une fois, deux fois, il est un peu dans l'angle mort. Il est toujours à l'intérieur, je sais pas ce qu'il fait, je me dis je freine tard, je laisse une marge à l'intérieur au cas où pour pas qu'il me fasse de la merde et qu'on se rentre dedans. Et du coup j'étais acheté, oh putain. Ouh. Oh putain, c'était chaud. C'était chaud. Voilà, là pour le coup j'étais pas bien. Et après je me suis dit, bon après je vais le paumer, c'est pas grave, mais mais en vrai genre je l'ai vu me regarder en plus, tu vois, genre il regardait ma casse et tout, j'étais acheté merde. Voilà, je commençais à être vraiment pas mal là. Là c'était le pic de la journée parce qu'après il y a la fatigue qui a commencé à arriver et c'était pas un peu plus brouillon mais c'était plus difficile quoi. Oh là je revenais sur les deux là. Bon, là je commençais à être bouillant là. Là je commençais à me sentir Red Bull donne des ailes là. Là je fais 1, 2, allez hop. Salut le pitwall. Et là je fais bon bah et de une et de deux hein, let's go. Donc ça c'était l'une des meilleures sessions. Fais voir le frein ici. Oh ouais je repoussais encore plus loin. Oh ça c'est pas mal non plus ça. Punaise c'est pas mal. Le gros problème que j'ai c'est que je remettais gaz à balle quoi. À chaque fois là je remettais gaz vraiment à balle. Bon et alors là. Hop. Je fais hurler. Wouh. Le code brown. Pardon, putain les oreilles. Wouh. Difficile de sortir d'ailleurs avec le headrest qu'on a sur les côtés là. Pas facile. Hop. Attention, la grâce, toujours la grâce. Alors, quelle horreur à sortir. Est-ce qu'il y a des entraînements en sortie de la monoplace en cas d'incendie? On n'en a pas fait, mais moi je sais que j'ai envie d'en faire histoire de. Forcément, il y en a peut-être d'entre vous qui sont peut-être un petit peu déçus de ne pas avoir des hydros, des karmars. Alors déjà, moi je me retrouve très très chanceux. Je trouve que je suis là genre en mode de... Bon c'est juste parce que je parle de Formule 1 que je suis un peu là et que je suis un peu gros. Mais vraiment le but du jeu, encore une fois, je vous le rappelle, c'est qu'on ait une diversité vraiment forte en termes de créateurs de contenu qui viennent d'horizons totalement différentes pour pouvoir justement partager cette expérience de sport automobile qui est incroyable et qui... d'un profil à l'autre va être totalement différente. On en parlait tout à l'heure avec Jilcy notamment par exemple. Je vais faire un contenu qui va vous correspondre à vous parce que on est passionné de F1, on est passionné de sport auto et que moi j'ai envie de vous partager tous les détails, tous les moindres détails que je peux aller grappiller pour vous parce que c'est tellement unique comme expérience que c'est incroyable. Et d'autres vont l'aborder avec d'autres angles éditoriaux et du coup forcément un Jilcy qui a sa patte à lui va forcément moins toucher l'audience que moi je touche entre guillemets, mais c'est une autre porte d'entrée pour des gens qui sont pas avides justement de tout les détails que je vais vous donner au final, tu vois. Genre, moi je trouve que c'est giga cool et justement l'objectif c'est d'avoir le plus de gens divers et variés possible au sein de cet événement et ça c'est vraiment incroyable et c'est une expérience absolument unique, vraiment absolument unique. Tous les créateurs de contenu se rendent vraiment compte de la chance que c'est de faire d'avoir cette expérience hein.
Il y en a certains qui disent en regardant les vidéos et tout, ouais en fait ils s'en foutent un peu. Tout le monde a les yeux qui brillent, tout le monde a envie de monter dans les voitures, tout le monde a envie de faire de son mieux, enfin vraiment tout le monde a envie de progresser et tout, hein, mine de rien. Et puis Hydro n'a pas le permis, absolument, puisqu'il faut le permis pour pouvoir rouler. Donc tout le monde a le permis normalement. Je pense qu'il faut prendre cet événement comme une opportunité incroyable de faire briller le sport auto en France. Vraiment, je suis agréablement estomaqué par ça, parce que c'est... vous vous rendez compte, c'est une première mondiale quand même ce qu'on est en train de faire, et c'est pour le sport qu'on aime, quoi, genre notre sport qu'on adore, et il va y avoir plein de nouveaux gens qui vont être probablement intéressés d'une manière différente, à qui il faudra transmettre un savoir, et c'est trop cool, quoi, c'est génial. Donc faire ça en France, c'est assez fou, et ça montre à quel point on a une culture du sport auto à l'international qui doit rayonner, et ça doit rayonner aussi sur le reste des événements sportifs de sport auto qu'on a en France. On peut parler des championnats de France, on peut parler des pilotes français qui sont à l'international, on peut parler du Grand Prix de France. Typiquement, faut faire quelque chose dans ce sens. Il nous faut un Grand Prix de France de Formule 1. Il faut qu'on défende ce qu'on adore, et faut pas en avoir honte. Oui, on fait pas les choses tout le temps parfait, mais faut soutenir, quoi. Faut être fier, faut être un peu chauvin, et être fier de ça. Et là, c'est l'opportunité de montrer que ouais, on a une culture du sport auto en France qui est énorme et qui touche, et c'est ça qui est cool, quoi. La question des combien de tours, je ne sais pas encore. Je reconnais que en fait, ça va dépendre du niveau, on va dire, global du peloton. En fait, on va attendre de faire le point, de voir comment les gens progressent au fur et à mesure dans les voitures, pour comprendre et voir qui est capable de faire quoi, on va dire, parce que y en a qui vont, je sais pas, qui peuvent être capables de tenir 1h30, d'autres qui vont être capables de tenir 20 minutes. En vrai, je crois qu'une course de F4 dans le championnat de France de F4, c'est quoi? C'est 20 minutes? Quelque chose comme ça, 20-30 minutes, il me semble. Et c'est déjà pas mal, hein, on va être tout à fait honnête, c'est déjà pas mal. Alors non, il n'y a pas eu de casse sur le premier entraînement. Quelques bacs à gravier quand même, mais non, il y a eu zéro casse. Il y a eu zéro casse sur les voitures. D'ailleurs, parce que c'est aussi une question qui est revenue assez souvent. Ah, comment t'as été contacté, machin, comment les participants ont été choisis. Le but du jeu, c'était d'avoir une diversité de créateurs de contenu de tout horizon, et en même temps de faire en sorte que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait une super bonne ambiance. Et effectivement, enfin en tout cas moi pour ma part, c'est réussi, je trouve, pour l'instant. On verra sur les premiers coups de roue qui va faire la gueule à qui. Est-ce qu'il y aura des pit stops? Alors là aussi, ça a été une grande question qui est revenue. Non, il n'y aura pas d'arrêt au stand, parce que déjà en F4 généralement on fait pas d'arrêt au stand, en F3 généralement on fait pas d'arrêt au stand. Par exemple, s'il y a des conditions changeantes, qu'on commence sur le sec et qu'on peut terminer sous la pluie, a priori on partira avec des pneus pluie quoi qu'il arrive pour toute la course. Pareil, si on commence sur la pluie et que ça termine sur le sec, on partira avec des pneus pluie. Donc normalement il n'y aura pas de changement il y aura pas de changement de pneus, il n'y aura pas d'arrêt au stand obligatoire. C'est une course sprint comme la course d'Imola. J'espère qu'on arrivera à faire un peu plus de spectacle, donc voilà. Alors, départ arrêté, ça a été un sujet. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal, oui. Donc du coup, il faut s'entraîner à faire des départs arrêtés. Encore une fois, ça sera quand même à la FFSA et à Sylvain, qui lui est directeur de la sécurité du circuit des 24 heures du Mans. Et ce sera à son appréciation de savoir si on est apte, entre guillemets, à faire un départ arrêté, ou si c'est plus sécuritaire, entre guillemets, de faire un départ lancé. On va s'entraîner pour faire les départs arrêtés. Au final, je vais vous dire un truc, c'est que sur la journée, on pensait que tout le monde allait caler. Vraiment que tout le monde allait caler. J'ai pas calé une seule fois. Il y en a quelques autres qui ont pas calé une seule fois non plus. Mais dans l'ensemble, tout le monde s'est plutôt très bien débrouillé avec la voiture. Chelsea, il a galéré un peu au début, mais après ça allait, tu vois. Est-ce qu'il y aura une billetterie pour venir sur le circuit en tant que spectateur? Si oui, quand? I don't know. Squeezie a dit qu'il aimerait bien. En vrai, je pense qu'on aimerait tous bien qu'il y ait plein de gens qui viennent vivre ça en vrai, tu vois. Alors, on n'aurait pas des tribunes sur l'entièreté du circuit, ce serait que sur la ligne droite des stands, il me semble. Ça demande un budget quand même d'ouvrir des tribunes, voilà, que ça se passe correctement. Mais dans l'idéal, ouais, ce serait trop cool. Et Squeezie est chaud pour ça. Dans l'organisation, ils sont chauds pour ça. C'est en train de voir si c'est faisable ou pas. Ce serait un vrai plus, même aussi en termes financiers, on va dire, pour l'événement, parce que ça coûte une blinde, on va pas se le cacher. Parce que j'en ai discuté hier
justement avec l'équipe de Bump, l'agence qui a créé Squeezie en partant de chez Webedia. Parce que moi en approximation dans ma tête c'est 1,5 million, 2 millions à peu près le coût de l'événement total. C'est-à-dire les entraînements, la course, les voitures, la location du circuit, machin, etc. On est entre 1,5 million et 2 millions. On m'a dit... Donc j'étais là, j'étais très bien, parfait. Louer les voitures, faire des tours de piste, etc. c'est une chose. Mais derrière, tu as toute l'organisation pour pouvoir faire un stream, pour pouvoir diffuser la course avec les caméras, les caméramans, la prise de son. Il y a une orga, une prod qui est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est assez incroyable. C'est un an et demi quasiment un an et demi de travail. Pour les sponsors, sachez que effectivement, bon alors on a des agents et des commerciaux qui se chargent d'aller chercher des sponsors pour nous. Mais effectivement, toutes les écuries auront des sponsors. Et c'est une manière de payer aussi quand même le projet qui est insane quand même, on va pas se le cacher. On se fait un peu balader en latéral parce que bah du coup on n'a pas de baquet. Mais sinon, les forces G sont pas non plus les plus incroyables. En fin de journée, on avait quand même la tête où c'était un peu plus dur de la retenir et tout. J'ai jamais réussi à enclencher le pit limiter, tiens. On m'a dit après qu'il fallait rester appuyé 3 secondes sur le pit limiter pour l'enclencher. Et en fait j'ai jamais fait parce que j'appuyais, je voyais que ça faisait rien, j'appuyais une fois comme ça et bon bah ça marche pas, bon bah je vais être en dessous des 60 et puis tant pis hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je vous fais des bisous, merci beaucoup d'avoir été présent sur ce live, j'espère que vous en avez appris un peu plus. Ne vous inquiétez pas, on fera d'autres live débriefs après les sessions d'entraînement. Je vous tiendrai au courant de tout ça, pour ça il y a le Insta comme d'habitude. Et puis je vous partage, vraiment je vais essayer de vous partager le maximum de choses sur cette expérience qui est incroyable.